Bonjour les jeunes, alors aujourd'hui on continue la séquence des carrés et des triangles. Bon, alors ce qu'on va faire, je vais vous parler d'un grand thème, une idée qui existe depuis fort longtemps, et cette idée-là en fait, elle connaît ses heures de gloire, et puis après on n'en parle plus, et puis on en reparle, et puis on n'en reparle plus. Alors l'idée dont je vais vous parler, c'est une idée qui, quand moi je suis rentré à l'Athénée, dans les années 80, connaissait encore un certain succès. Il y avait ce qu'on appelait les punks, avec leurs cheveux verts, comme ça. Alors, les punks avaient sur leur sac à dos, parfois, un insigne, je vous le dessine, qu'ils dessinent avec du Tipex ou avec voilà l'insigne. J'ai pas bien fait, hein, c'est plus emprunté ici, voilà. Donc un grand A avec un rond comme ça dedans. Bon. Et bien ça, c'est le symbole de l'anarchie. Voilà. Et donc ce que je vais faire avec vous, c'est voir ce qu'est l'anarchisme, de manière telle à ce que vous puissiez, quand vous aurez vu dans les grandes lignes ce qu'est l'anarchisme, vous positionner et dire je trouve que c'est plutôt intéressant, et puis ce serait une réponse carré au triangle, ou bien je trouve que c'est complètement fou et que ce sont des idées qui ne doivent pas être approfondies, qui doivent être abandonnées parce qu'elles mèneraient à une forme de chaos ou de bêtise. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'anarchie? Bon. Tout d'abord, premier point, les anarchistes, ce sont des gens qui considèrent que l'être humain vient au monde en étant profondément bon. Ça, c'est le point de départ. L'être humain, quand il sort du ventre de sa mère, il est bon. Tous les êtres humains, absolument tous les êtres humains, sans exception. Même le petit du trou, quand il est né, il était bon. Il est un petit bébé innocent, pur, la pureté de l'être humain qui vient au monde. Alors, cette idée-là des anarchistes, elle est déjà à mettre, si l'on veut, en balance avec une autre idée qui nous vient de notre tradition chrétienne, judéo-chrétienne, idée selon laquelle l'être humain vient au monde entaché par le péché originel. L'être humain qui vient au monde, dans la tradition chrétienne, est déjà pécheur. Et donc il doit être sauvé, et c'est pour ça que le Christ arrive, etc. etc. Bon. Tandis que chez les anarchistes, l'être humain, il devient bon. Il est bon, plutôt, dès le départ. Mais évidemment, s'il est bon dès le début, il va, au fur et à mesure des mois, enfin, et surtout des années qui passent, devenir mauvais, devenir violent, agressif, querelleur, jaloux, enfin bref, tous les défauts qu'on connaît. Et donc la question est, comment se fait-il que l'être humain qui est profondément bon devienne par la suite mauvais, violent? Alors, les anarchistes ont une réponse. Ils disent, si l'être humain devient mauvais, c'est parce que l'être humain vit en société, ce qui est normal, on ne pourrait pas imaginer vivre en dehors d'une société, mais ce qui dans la société pourrit l'être humain, eh bien, ce sont les principes d'autorité et de pouvoir. Les deux sont liés, l'autorité et le pouvoir. Ah. Alors, qu'est-ce que l'autorité et le pouvoir? Et en quoi est-ce que cela corrompt l'être humain? Eh bien, je vais vous donner plusieurs exemples et vous allez voir que l'autorité et le pouvoir corrompent les êtres humains. Alors, je vais prendre des exemples dans 1, les écoles, 2, les familles, 3, dans le monde des entreprises, et puis peut-être qu'il y aura encore un autre exemple qui me viendra en tête. Alors, je commence avec les écoles. Bon. Imaginons, ici vous êtes dans une école où vous êtes forcé, quand il n'y a pas le corona, à vous lever tôt le matin, à arriver à l'heure pour vous asseoir dans votre classe. Si vous êtes en retard, on vous met des mots dans le journal de classe. Si vous partez plus tôt parce que vous décidez d'avoir autre chose à faire de plus intéressant, comme les compter fleurettes à votre camarade, vous serez sanctionné. On vous donne du travail. Quel que soit le travail, vous êtes obligé de le rendre. Et à chaque fois, parce que c'est une autorité, celle du professeur, qui a un pouvoir sur vous, à chaque fois, vous êtes menacé. Si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, vous êtes menacé d'une sanction. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien vous dire, si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, tu vas devoir faire une retenue. Ou bien tu auras des mauvais points. Et si tes mauvais points s'additionnent, tu risques d'avoir un mauvais bulletin. Et si tu as plusieurs mauvais bulletins, tu risques de doubler. Et si tu redoubles ou retriples, eh bien tu iras dans une autre école. Et c'est au final toute ta vie qui est remise en cause. C'est-à-dire que tu n'auras pas un beau métier, tu n'auras pas beaucoup d'argent, tu vivras petitement toute ta vie. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne t'es pas soumis aux ordres
de l'autorité de tes professeurs. Alors, les anarchistes disent, j'exagérais, je vais prendre un petit peu les choses autrement, enfin, il faut rejeter, puisque c'est ça qui corrompt l'homme, il faut rejeter radicalement toute forme d'autorité, voilà, et toute forme de pouvoir. Alors, ça voudrait dire quoi dans une école? Imaginons, vous dépendez du professeur, le professeur dépend du préfet, le préfet dépend d'un directeur régional, lequel dépend lui-même de responsables politiques, et ainsi de suite. Et donc tout le monde se trouve enchâssé dans des relations où il est ou bien soumis à une autorité, ou bien lui-même détenteur d'une autorité. Il est quelque part entre les deux. Sauf vous, en tant qu'élève, vous êtes pour ainsi dire tout en bas. C'est-à-dire que vous n'avez de pouvoir sur personne. Mais une fois que vous aurez un boulot, ça commencera. Et puis on vous fera miroiter la possibilité de devenir sous-chef, et puis après sous-chef, grand chef. Et puis après grand chef, très grand chef, et puis et ainsi de suite. Et à chaque fois, on vous fait monter dans cette échelle du pouvoir, et vous aurez de plus en plus de subordonnés sur qui passer vos mauvaises humeurs en dessous de vous. Alors, ici à l'école, je reviens à l'école. Une fois que vous êtes dans l'école, vous devez donc écouter et obéir aux injonctions des professeurs. Vous ne venez pas, vous êtes sanctionné. Alors, considérons que l'on fasse une école, que l'on imagine, c'est un jeu de l'esprit, on imagine une école sans autorité. C'est-à-dire que je ferai ce que je veux, vous feriez ce que vous voudrez faire. Eh bien, que se passerait-il? Imaginons que ces règles-là entrent en vigueur dès demain. Je parle en temps de non-corona. Imaginons que ces règles entrent en vigueur dès demain. Il faudra parier, si on vous dit que vous n'êtes plus obligé de venir à l'école, qu'il y en a tout plein qui se diraient si c'est plus obligé, plutôt que de me lever à 6h30 pour arriver à 8h, je préfère me lever à 7h30 ou à 8h30 et arriver quand ça m'amuse. Brosser les premières heures. Et puis si les heures qui suivent sont des heures qui ne vous amusent pas, brossez les autres. Et puis si l'après-midi vous aviez convenu d'un rendez-vous avec quelqu'un, des camarades, allez à votre rendez-vous et tout serait tellement plus gai pour vous si vous pouviez faire absolument ce que vous vouliez, si vous vous rendez à votre liberté. Sauf que vous n'iriez plus à l'école. C'est ça le problème et c'est pour ça qu'on vous force. Eh bien, les anarchistes disent, c'est vrai, au début, il y aurait une période comme ça où personne ne viendrait, ou presque personne ne viendrait en classe. Dans un premier temps, parce que dans un deuxième temps, il y en aurait quelques-uns qui se diraient, bon, au final, les heures d'anglais, les heures de maths, les heures de géographie, c'était pas mal. On apprenait l'anglais, on pouvait se débrouiller grâce à ça sur Internet. Quant aux heures de géographie, c'est intéressant parce qu'on sait un petit peu où on se trouve, comment fonctionne la Terre. Et bref, on retrouverait une curiosité saine par rapport au savoir. Le savoir serait recherché, il ne serait plus imposé. Et donc on peut imaginer qu'au bout de, pour certains, 1 mois, pour d'autres 3 mois, pour d'autres 6 mois, des élèves retournent à l'école. Mais s'ils retournent à l'école à ce moment-là, eh bien, ce ne sera plus du tout parce qu'on les force, ce sera parce qu'ils l'auront voulu. Et c'est là que tout va changer. C'est-à-dire que les élèves qui viendraient à l'école parce qu'ils l'ont décidé, quand ils seraient assis devant leur professeur, seraient nettement plus performants. C'est-à-dire qu'ils seraient nettement plus réceptifs, que leur cerveau, parce qu'ils l'auront décidé, travaillera beaucoup mieux. Et donc, il y a une école comme ça que je connais très bien, et que vous connaissez aussi, qui n'est pas très loin de l'Athénée, ce sont les cours du soir aux arts et métiers. Et bien, au cours du soir des arts et métiers, pour y avoir suivi des cours de néerlandais, d'italien, vous avez des tas d'élèves qui viennent sans être obligés. Ils s'inscrivent en début d'année, et puis si un jour de novembre ou de décembre, ils disent « Oh bah non, j'ai pas envie d'aller de 6h à 9h à l'école », personne ne leur dit rien, ils ne viennent pas. C'est leur problème à eux. Ils décident de venir ou de ne pas venir. Et donc c'est vrai que s'il y a 15 inscrits dans une classe en septembre, souvent il y en a 4, 5 ou 6 qui finissent par disparaître. Mais ceux qui restent sont là à chaque heure de cours, et contrairement aux cours où on est obligé d'assister, là ce sont les élèves eux-mêmes qui mettent la pression en disant on veut apprendre, on veut savoir, on veut aller loin dans la matière. Et donc c'est un tout autre rapport au savoir. Et donc ça fonctionne beaucoup mieux. En quelques années, on peut très bien parler une langue étrangère. En 3 ans, pourquoi? Parce qu'il y a un dynamisme, une ouverture d'esprit, parce que les élèves ont décidé d'être là eux-mêmes. Et donc c'est ce qui fait toute la différence. On supprime donc l'école obligatoire,
On permet donc aux élèves de venir parce qu'ils le veulent, et au bout d'un certain temps, si les élèves sont rendus à leur liberté originale, eh bien les élèves retourneront dans les classes avec une toute autre disposition, une toute autre mentalité. Alors que dans l'école d'aujourd'hui, vous êtes forcés d'être là. Quand je disais d'où venaient ces vices qu'on retrouve dans l'être humain, eh bien vous êtes ici forcés de venir, ce qui fait que si vous brossez, vous allez devenir menteur, raconter des histoires à vos parents, aux éducateurs, oui mais j'avais, et inventer des excuses bidons, vous deviendrez menteur. Pourquoi? Parce que vous avez peur du pouvoir. C'est le pouvoir, l'autorité, la logique du pouvoir qui vous rend menteur. Vous deviendrez aussi tricheur, c'est-à-dire que si vous n'avez pas eu le temps d'étudier ou pas suffisamment, puisque vous êtes menacé d'une punition, vous allez faire quoi? Vous allez commencer à regarder la feuille de votre voisin, de votre voisine. Et donc, vous étiez déjà menteur, voilà maintenant tricheur. Et c'est ainsi que l'autorité pourrit les gens, en les rendant menteurs, tricheurs. On vous prend sur le fait, vous niez, lâche, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. C'est comme ça que les anarchistes voient l'origine de tous les vices de l'être humain qui n'est bon dans ces deux formes, l'autorité et le pouvoir. Formes qui sont à supprimer. Je prends maintenant la famille. Donc, 1, j'imagine l'école. 2, j'imagine les relations au sein d'une famille. Voilà. Alors, vous allez dire la famille, l'autorité familiale. Je prends 2 exemples. Soit un couple de 5 ans qui fête ses 50 ans de mariage. Ils viennent de fêter les 50 ans. Je m'en vais voir le vieux mari, là, qui a 70 ans, marié depuis 50 ans. Je dis alors, Gérard, appelons-le Gérard, avec votre épouse, ça a été, vous l'avez déjà trompé quelquefois? Oh, jamais dit Gérard. Ah bon, comment ça se fait? 50 ans comme ça, c'est quand même un bail. Non, qui dit Gérard, j'aurais jamais pu, parce que vous imaginez bien que si j'avais trompé mon épouse, les problèmes extraordinaires que j'aurais eu avec ma belle famille, quoi. Ça va être le... Et puis même après, avec mes enfants maintenant, quoi, ils ne me pardonneraient jamais. Puis la tromper, ça veut dire que, quoi, un divorce? Et qui c'est qui a travaillé pendant la maison pour qu'un notaire vienne me dire que je peux tout revendre? Non, pas question. Non, moi, fidèle du début jusqu'à la fin. Alors, on peut dire bravo Gérard, bravo, il est fidèle Gérard. Ah oui, il n'a jamais trompé sa femme, bravo. Puis on peut imaginer, deuxième couple, c'est plus Gérard qui fête ses 50 ans, c'est Lucien. Et puis on a le frère Lucien, et alors Lucien est quoi, 50 ans, un bail, et votre femme, vous l'avez trompée? Non, jamais. Et pourquoi Lucien, 50 ans? Ah non, j'aurais pas pu la tromper, parce que c'était justement elle que j'aimais, et je ne peux pas imaginer la tromper. C'est 2 manières très différentes de voir la fidélité, qui est la même. Dans les 2 cas, personne n'a trompé sa femme, mais dans le premier cas, le mari a peur. Parce qu'il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des choix qui le rendent hypocrite, lâche, il arrive près de sa femme, je t'aime, alors qu'il a peut-être les yeux sur la voisine, menteur, dissimulateur, et ainsi de suite. Et en plus de ça, s'il avait été honnête, et qu'il avait dit à sa femme, il y a 40 ans, il y a 45 ans, écoute, finalement, je ne le sens pas trop, et même si ça ne plaît pas autour de toi, même si ça ne plaît pas au curé qui nous a mariés, même si ça ne plaît pas à ta famille, eh bien, il vaut mieux qu'on se sépare. Sa femme aurait pu trouver un mari qu'il aime, de la même façon que Lucien, dans le deuxième cas, a aimé sa femme. Donc c'est de nouveau la peur du pouvoir, de l'autorité, celle de la belle famille, celle du notaire, celle du curé, qui font que on devient mesquin. Voilà. Alors, 3e exemple, l'école, la famille. On peut chercher comme ça des exemples partout. Je ne parle même pas des entreprises, vous savez bien, les burn-out, la façon dont on presse les employés, et tous les dégâts que ça provoque. Mettre des bâtons dans les jambes de son collègue immédiat parce qu'il y a une promotion et que c'est l'un des deux. Toutes ces choses-là sont liées à cette course vers l'autorité pour avoir du pouvoir. Alors, l'école, la famille, qu'est-ce qu'on pourrait encore imaginer comme situation? L'école, la famille, vous, en ce qui vous concerne immédiatement, on pourrait voir l'armée, mais enfin vous n'y allez plus. Les entreprises, vous n'y êtes pas encore. Voilà quoi. Donc, les anarchistes disent il faut supprimer l'autorité et le pouvoir, rendre l'homme à sa liberté originelle. L'homme rendu à sa liberté originelle restera
comme il est né, c'est-à-dire bon, bon, voilà. Et donc il faut supprimer tout ce qui a lieu à l'autorité. Supprimer l'autorité des professeurs, supprimer l'autorité des juges, supprimer l'autorité des notaires, supprimer toute forme d'autorité. Alors vous allez dire, et quoi, si on supprime tout, il n'y a plus de limite, alors n'importe qui peut faire n'importe quoi. Eh bien oui et non. Ça veut dire quoi? Si moi je suis dans une classe et qu'un élève m'énerve et que je le frappe, juste parce qu'il m'énerve, et que j'ai envie de le frapper, je suis libre, je le fais, je le frappe. Alors vous allez dire, bah oui, donc ça ne marche pas. Mais non, parce que si l'élève a été frappé, lui aussi est libre de voir son père dans l'après-midi et de lui dire, tiens, il y a un prof un peu cinglé là qui m'a frappé. Et le lendemain, en arrivant à l'école, le père aura emmené ses oncles et ses cousins, et qui c'est qui aura l'air malin et qui sera de la revue? C'est moi, parce que le père, votre père, et bien les amis de votre père, eux aussi sont libres. Et donc le principe anarchiste, c'est tu récoltes ce que tu as semé. Je suis correct avec autrui, autrui sera correct avec moi. Je ne suis pas normal, je ne suis pas correct avec les autres ne seront pas corrects avec moi. Et donc l'idée, c'est vraiment de supprimer toute forme de normes autoritaires et de laisser les humains, de les rendre à leur liberté originelle. Parce que les humains sont bons au début. En général, les humains, ils ont un grand cœur. Il y en a qui voient un chien qui a une patte blessée, là, sur les passants, si ça se passe sur votre trottoir, le chien blessé qui saigne, il ne va pas rester 10 minutes. Il y a des gens qui vont le prendre, qui vont l'emmener chez le vétérinaire, parce que les êtres humains, ils aiment faire plaisir. Et ils détestent la douleur, et ils détestent voir la douleur. Et donc les êtres humains seront rendus à leur bonté. Vous allez dire les prisonniers. Il faut les libérer, les prisonniers? Eh bien oui, il faut libérer les prisonniers. Tous les prisonniers. Libérer les prisonniers. Alors, l'idée, de nouveau, pour les prisons, c'est le même. Vous prenez un homme, vous le mettez en prison. Un petit délinquant, celui qui a, je sais pas moi, fait un petit braquage dans une épicerie, ou dans une pompe d'essence. Vous le mettez en prison, que va-t-il faire dans sa prison? Eh bien, il va rencontrer d'autres truands qui, eux, vont lui apprendre des techniques pour braquer bien plus gros qu'une épicerie ou qu'une pompe d'essence. Et le petit braqueur, quand il va ressortir, sera devenu nettement plus dangereux, nettement plus agressif qu'il ne l'était en rentrant. C'est-à-dire que la prison, c'est, à proprement parler, l'école du crime, disaient les anarchistes. Comme la prison est l'école du crime, il faut absolument fermer les prisons. Ça peut paraître incroyable, mais c'est comme ça. Et la prison ne permet pas, ni la peine de mort d'ailleurs, de faire peur aux autres, puisque dans des pays comme les États-Unis, où certains prisonniers sont condamnés à mort, on pourrait se dire, tiens, mais alors les autres criminels potentiels vont avoir peur, pas du tout, qu'il y ait ou pas la peine de mort, ça ne fait pas du tout baisser, bien au contraire, le taux de criminalité. Donc la peur de la prison ou la peur de la peine de mort ne sont pas des raisons qui font baisser le taux de criminalité. Par contre, si on rend aux individus, si on les rend à leur bonté originelle, à ce moment-là, on peut imaginer, pas tout de suite, mais on peut imaginer, après un certain temps, une espèce de baisse du taux de criminalité, et ce serait tout profit pour la société dans son ensemble qui se sentirait plus en sécurité. Il n'y aurait plus de prison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus jamais de criminels, ça veut dire qu'il y en aurait beaucoup moins. Et on aurait déjà gagné beaucoup. Voilà, donc ça c'est l'idée des anarchistes. Est-ce que l'on doit, pour reprendre et reformuler la question, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de s'en prendre à l'autorité, de rejeter l'autorité, de souhaiter une société dans laquelle il n'y ait plus de représentants du pouvoir, que tout le monde soit sur un pied d'égalité, que personne n'ait le droit d'ordonner à autrui de faire ceci ou de faire cela, que vous soyez absolument libre de vos choix. Est-ce que vous pensez qu'une société, si elle devait être créée, une société anarchiste, serait quelque part une société où il ferait bon vivre, avec moins de criminels, avec moins de violence, avec plus d'amour, amour des cours pour l'école, véritable amour dans les familles, amour du travail sans se faire rabrouer par les supérieurs, enfin bref, plus d'amour, plus de spontanéité, mais plus de sanctions. Voilà. Vous dites l'anarchie c'est une bonne idée et moi j'y souscris parce que je trouve ça fort intéressant, vous mettez sur votre feuille un triangle.
Et si vous dites l'anarchie c'est de la foutaise parce que ça risque de multiplier le nombre de criminels, libérer les prisonniers, et puis faire en sorte que tout le monde puisse faire comme il veut, non pas du tout. Et puis l'être humain, au début, il est de toute façon vicié, il faut donc le cadrer dès sa naissance et mettre des limites très, très fermes. Et donc sans limite, l'être humain devient une bête. Si ça c'est votre point de vue, vous mettez un carré. Donc vous sentez que le fond des idées est séduisant, je résume, vous mettez un triangle. Vous sentez que le fond des idées anarchistes est déplaisant, idiot, enfin, dangereux à la limite, vous mettez un carré. Voilà, je vous remercie.